En attendant, l'actualité nous intéresse et nous donne le prétexte d'ailleurs d'aborder cette actualité-là en parlant en tout cas des faits marquants de l'actualité tout au long de la semaine. Et je vous reçois immédiatement Maître Janvier Momo. Merci une fois de plus d'être là ce soir. Et dans le premier fait marquant, il s'agit de Blaise Compaoré et Alassane Ouattara qui sont pointés du doigt dans cette flambée d'attaques terroristes que connaît le Burkina Faso. D'aucuns estiment que l'ancien président du Burkina Faso utilise d'anciens réseaux qu'il a longtemps constitué pour stabiliser cette région, pour cette fois-ci créer une sorte de manque qui pourrait justifier son retour au pays. Monsieur Guy Fondo, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Bonsoir aux copanélistes que vous avez la responsabilité, comme d'habitude, comme à l'accoutumée, de présenter. Je pense que d'entrée du jeu, il est clair que la présence du président Marc Christian Kaboré au niveau du Burkina Faso a non seulement surpris, mais créé des mécontents. Des mécontents pourquoi? Parce que justement, c'est un chef de l'État qui n'était pas attendu. Celui qui était là, son prédécesseur Blaise Compaoré, avait encore les faveurs de l'Occident, avait encore les faveurs de la mère patrie, avait encore les faveurs de tout le voisinage dont le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Et justement, à ce niveau, on peut comprendre pourquoi aujourd'hui le Burkina Faso est dans une zone de déstabilisation, dans une ligne de mire de déstabilisation. Et je dois vous dire que Blaise Compaoré en réalité n'avait pas les manettes du maintien de la paix, tout comme aujourd'hui on peut penser avec beaucoup d'exactitude, avec beaucoup de réalisme que ce que le Burkina Faso vit aujourd'hui, c'est la conséquence d'un président de la République qui a été choisi par la rue, un président qui a été accepté, qui a été voulu par le peuple et qui malheureusement ne répond pas à ce que j'appelle à la demande de l'impérialisme. Je pense que d'entrée de jeu, il faut déjà poser sur la table cette grosse difficulté, ce que le Burkina Faso aujourd'hui est en train de payer le prix de ce que la population, de ce que le peuple souverain burkinabé s'est levé comme un seul homme pour dire aux assassins de Thomas Isidore Sankara que vous n'avez plus de place ici à Ouaga, vous n'avez plus de place dans notre Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Allez dans d'autres pays, vous retrouvez et continuer la déstabilisation comme nous voyons ce qui se passe aujourd'hui. Donc, il faut comprendre, le Burkina Faso n'a pas la maîtrise de la déstabilisation de son pays, de leur pays aujourd'hui. Les Burkinabés ne pensent pas, ne savent même pas ce qui est en train de se jouer. Mais ce qui se joue, c'est que Compaoré qui est parti, a laissé sur place les germes de cette déstabilisation. Aujourd'hui, on comprend pourquoi la diversification du partenariat, le départ involontaire de Blaise Compaoré du pouvoir et de sa puissante garde présidentielle, c'est eux aujourd'hui, avec le support de la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara, qui financent et maintiennent le terrorisme au Burkina Faso pour faire regretter cet homme qui n'est pas loin de ceux qui ont assassiné Thomas Isidore Sankara. Monsieur Guy Fondo, je pense que d'entrée de jeu, nous pouvons déjà le dire et nous allons attendre au fur et à mesure vos questions pour pouvoir les répondre. Et nous tenterons de comprendre ces accusations qui sont aujourd'hui portées contre Blaise Compaoré également sur ce plateau avec vous, Didier Yimkwa. Vous êtes homme politique, vous êtes de la majorité présidentielle, le FNC, parti politique camerounais au sein dans l'aéropage de la majorité présidentielle au Cameroun. Alors, est-ce qu'avoir eu de tels contacts en parlant de Blaise Compaoré avec les chefs djihadistes du Sahel dans le cadre de négociations, dans le cadre de la CEDEAO, doit être vu ici comme étant une sorte d'outil qui aurait pu permettre une déstabilisation par la suite du pays? Écoutez, il faut aller très loin, chercher les explications ou bien les justifs de la situation actuelle. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans un système qui est soutenu par la France-Afrique et que tous ces acteurs que vous citez là sont malheureusement des acteurs majeurs de la France-Afrique. En fait, la France-Afrique, c'est quoi? La France-Afrique, c'est un système dans lequel les accords de coopération
qui ont conditionné les indépendants d'un certain nombre de pays qui ont été colonisés par la France doivent être protégés, doivent être sauvegardés, évidemment pour le bien surtout de la France et non des Africains. Quand vous citez Compaoré, vous citez M. Ouattara, il ne faut pas oublier aussi que M. Kaboré a été à un moment donné un acteur du système, même s'il a basculé dans l'opposition, mais il n'est pas allé, il n'est pas sorti de nulle part pour être président de la République au Burkina Faso. Oui, si aujourd'hui il est gêné, c'est parce qu'à un moment donné, il n'est plus maîtrisable. Vous comprenez, il n'est plus maîtrisable. On sent qu'il n'est plus celui-là qui est à mesure de protéger les intérêts de la France au Burkina Faso. En ce sens-là, on doit lui chercher noise. Dans la France-Afrique, il y a l'impérialisme. Et on connaît très bien aujourd'hui les bras séculiers de l'impérialisme. C'est les multinationales, comme vous connaissez, puissants multinationales, c'est les organismes internationaux, comme le Fonds monétaire international, comme la Banque mondiale, comme la FAO, comme l'OMS. Tous ces éléments-là, toutes ces institutions internationales-là sont les éléments essentiels de l'impérialisme moderne. Et tous les acteurs, tous les présidents africains, parce qu'il faut le dire aujourd'hui que le continent africain est presque dans l'heure du cyclone, le continent africain est le seul continent où la croissance à 2 chiffres est encore possible. Le continent africain, comme beaucoup d'experts le disent aujourd'hui, sera le centre du monde demain. Donc le continent africain qui aujourd'hui a 60% d'eau douce dans le monde, a presque toutes les terres arabes se trouvent aujourd'hui non polluées, se trouvent aujourd'hui en Afrique. Tous ces intérêts-là font que l'Afrique, le continent africain, est un objet de fixation dans le monde aujourd'hui. C'est un objet de fixation. Et que chaque pays, chaque grande puissance comme la France aujourd'hui, qui ne compte que sur ses précarés pour avoir un mot à dire parmi les États qui constituent les 5 États du Conseil de sécurité aux Nations Unies, doit les regarder, doit les préserver comme la prunelle de leurs yeux. Donc vous comprenez que c'est vrai, on utilise aussi le terrorisme pour faire asseoir ce qu'on appelle le gouvernement perpétuel. La France affiche ce gouvernement perpétuel. La France affiche c'est la corruption. La France affiche c'est le détournement de fonds. Donc il faut donc comprendre que si aujourd'hui M. Kaboré et son pays sont dans l'heure du cyclone, traversent un moment difficile, il ne faut pas aller chercher loin. C'est tout simplement qu'à un moment donné, il a voulu faire le procès de la France-Afrique. On va toujours lui en vouloir de vouloir faire le procès de ceux-là qui ont tué M. Sankara. Parce qu'en ouvrant le procès de M. Sankara, on ouvre une partie de l'histoire de la France-Afrique en Afrique de l'Ouest. Et que les acteurs qui sont encore vivants ne sont pas prêts à accepter cela. C'est pour ça qu'on doit tout faire pour qu'il quitte. Vous comprenez? Donc, parce que lui aussi, comme je l'ai dit tantôt, comme je l'ai dit en début de la prise de la parole, je l'ai dit, M. Kaboré n'est pas sorti de loin. Même s'il a profité d'un soulèvement populaire, mais il était d'abord un caïd du système. Vous comprenez? Et il connaît comment le système fonctionne. Nous sommes là un peu comme dans la mafia. Les membres de la mafia doivent se tenir. Il y a ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur. Donc lorsque vous êtes dans un système, ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur, c'est-à-dire vous vous tenez. Chaque acteur dans son armoire a ses mauvais dossiers. Et si à un moment donné, un acteur, un membre de la mafia veut casser le rythme, il doit payer. Malheureusement, dans ce cas-ci, généralement, c'est la population qui paye cher. Et nous tenterons de comprendre également avec vous, André Christelle Fanga. Merci d'être là une fois de plus ce soir. Alors, le président Roch-Marc Christian Kaboré lui-même avait dénoncé en précisant, je cite, que l'ex-président Blaise Compaoré a joué un rôle de médiation au Mali qui a fait que, de façon constante, nous avons eu ces collusions avec les forces djihadistes au Mali. Fin de citation. Alors, est-ce que le président Kaboré, en le disant, est ici en train d'accuser son prédécesseur d'avoir à un moment donné travaillé, obtenu la paix du pays à partir d'un certain nombre, à partir d'un rôle qu'il jouait au niveau de la sous-région?
Merci Guy Fondop de m'avoir invité. Je veux saluer particulièrement Maître Janvier Momo ce soir. Merci d'être là. Monsieur Yimkwa, bonsoir. Bonsoir aux milliards et millions de téléspectateurs qui nous regardent. Je voudrais répondre directement à votre question en disant une chose simple. Est-ce que monsieur, vous l'appelez comment, Blaise Compaoré, l'Ivoirien ou bien le Burkinabé? Parce que maintenant, il a à cheval entre la nationalité ivoirienne et la nationalité burkinabé. Donc, je voudrais dire à monsieur Compaoré, est-ce qu'il ne connaît pas M. Moustapha Liman Chafi, qui était l'un de ses conseillers, très important dans le contrôle des négociations avec les djihadistes et tout le reste? Est-ce que cette collusion-là s'est arrêtée? Non. Je pense qu'aujourd'hui, c'est même plus renforcé. Parce que quand nous regardons tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, avec les djihadistes, avec tous ces bandes armées qui attaquent le Burkina Faso, qui est un pays stable. En réalité, on était très jaloux du Burkina Faso hier, parce que c'est un pays vraiment des hommes intègres où il faisait bon vivre, malgré qu'il n'y avait pas l'ostentatoire, il n'y avait pas tout ce que nous savons dans certains États. Pas parce que M. Blaise Compaoré dirigeait bien le pays, non. C'est parce que justement, il y avait quelqu'un qui avait semé une semence de développement ou bien d'harmonie dans ce pays-là qu'on appelait feu Thomas Sankara. Aujourd'hui, M. Blaise Compaoré est assassiné et d'ailleurs le procès n'est jamais arrivé à sa fin. Jusqu'à présent, on attend d'abord qu'il soit condamné pour cela. Donc, si le président Roch-Marc Kaboré revient à la charge aujourd'hui en disant que c'est M. Blaise Compaoré qui déstabilise le pays ou bien qui alimente ceux qui veulent déstabiliser le Burkina Faso, c'est tout à fait clair. C'est établi quand vous regardez ces relations. D'ailleurs, heureusement que le ministre de la Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko, lui a donné une belle résidence en Côte d'Ivoire, où il passe ses moments actuellement en Côte d'Ivoire. Donc, vous comprenez que ces relations avec avec les djihadistes, de deux, avec le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'en réalité, il est bien armé, bien outillé pour déstabiliser le Burkina Faso actuel. Ça veut dire qu'il ne lui manque pas de ressources, sans compter maintenant, parce que vous savez qu'au Burkina Faso, c'est la garde présidentielle qui était la mieux formée. C'est des hommes qui étaient tellement bien formés avec du matériel lourd. Et cette garde-là a été déstabilisée, parce qu'avec l'arrestation de Diendéré, et la plupart des colonels, des généraux qui étaient dans cette condition-là, dans cette logique-là de déstabilisation du pays, du Burkina Faso, ne sont pas très contents aujourd'hui. Et ils sont en collusion avec, maintenant, que ce soit ARMI, que ce soit les forces djihadistes dans le Sahel et tout le reste là, pour vouloir, parce qu'en réalité, M. Compaoré ne se sent pas à l'aise dans cette résidence où il est presque abandonné à lui seul, où sa femme, qui est franco-ivoirienne, qui se sent bien chez elle parce que quand même elle a retrouvé sa famille et tout le reste, et lui il n'a que retrouvé son frère burkinabé qui est M. Ouattara, mais qui n'a pas assez de temps. S'il vous plaît, on va essayer de rester sur ce qui est formel. Mais voilà. Je suis sur ce qui est formel. Voilà. Il faut rappeler que le président Alassane Ouattara est président de la République de Côte d'Ivoire et que le Conseil constitutionnel avait validé son dossier en reconnaissant bien sûr sa nationalité ivoirienne. On est d'accord, monsieur. Est-ce que ce ne sont pas ses origines? Donc, nous sommes en train de dire, d'ailleurs, je vous ai dit tout à l'heure là qu'il a offert la nationalité ivoirienne à son frère burkinabé, monsieur Blaise Compaoré. Ce qui n'est pas, c'est des faits. Vous savez que nous ne tenons que sur des faits. Donc maintenant, aujourd'hui, il y a une complicité. Aujourd'hui, qu'il faut aller reconquérir le pouvoir du Burkina Faso parce qu'il y a un individu qui est arrivé, et d'ailleurs nous profitons pour saluer le président Roch-Marc Kaboré, qui est en train de faire un travail énorme parce que ce qu'on attend, on ne voyait pas hier en train de se voir aujourd'hui, c'est-à-dire la réponse du berger à la bergère. Monsieur Macron convoque les chefs d'État de manière désinvolte à un sommet de l'OTAN. Heureusement, le président Roch-Marc Kaboré, en tant que président du G5 Sahel, fait une sortie, une table ronde avec des journalistes, lui répond, lui dit, mais ce n'est pas comme ça en diplomatie qu'on invite les chefs d'État. Et d'ailleurs, le sommet a été renvoyé, le sommet de Pau a été renvoyé au 13 janvier. Donc, nous pensons aujourd'hui qu'il y a une révolution et je pense que le sankarisme a
pris encore le dessus aujourd'hui au Burkina Faso. Et c'est ça qui gêne la France et ses alliés. Il faut maintenant préparer des hommes pour aller reprendre le pouvoir au Burkina Faso. Est-ce que Blaise Compaoré est cet homme-là qui serait aujourd'hui celui que voudrait la France au Burkina Faso? Nous en parlerons également dans cette édition. Le temps d'aller à N'Djamena, retrouver Moubarak Yonjak Chimène qui est sur place. Moubarak, nous vous retrouvons sur place. Alors, vous, depuis N'Djamena, quelle est la lecture que vous portez sur ces accusations qui sont aujourd'hui, voilà, portées contre Blaise Compaoré, et en passant aussi le président Alassane Ouattara, qui lui a permis, qui l'accueille aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Pensez-vous que Blaise Compaoré gagnerait aujourd'hui à ce que le Burkina Faso soit instable? Plateau central, il y a tout le panel. Bonsoir aux techniciens. Et du plateau central, et celui qui est ici, Brahim, qui depuis un certain temps commence à mieux implémenter son domaine d'expertise, dont il est encore plus ou moins noviste en la matière. Et je me permets de rentrer dans le vif du sujet par rapport à la thématique de ce soir, pour, n'est-ce pas, préciser ceci. Si effectivement la Côte d'Ivoire a servi de base arrière, en fait, le Burkina a servi de base arrière pour la déstabilisation de la Côte d'Ivoire, voulu implémenter par la France, on doit toujours préciser cela. Il est également possible et plausible que, n'est-ce pas, Abidjan puisse servir de base arrière pour la déstabilisation de Ouaga, puisque tous les ingrédients y sont. Les chefs comme Zone, Blaise Compaoré, Alassane Ouattara sont tous au pouvoir du côté d'Abidjan. Donc c'est facile d'apporter un coup de massue à Ouagadougou. Ils ont même d'ailleurs tenté une fois avec celui dont on a empêché qu'il puisse atterrir à Abidjan. Suivez mon regard. Donc ça ne sera pas une première. Le seul souci, c'est que Blaise Compaoré est en matière comment dirais-je, dans ses habitudes, c'est quelqu'un d'assez frustré, de très frustré, et malgré sa proximité qu'on a senti à Yaoundé quand il se formait avec son ami, en fait, je ne sais pas si ça a toujours été son ami, puisque quand la France a sifflé la fin de Sankara, avec le chef bandit appelé Félix Houphouët-Boigny. Oui, c'est un chef bandit, parce que c'est lui qui était comme arbitre central, arbitre de touche par rapport à la mort de Thomas Sankara. On doit toujours ajouter cela pour faire plaisir à la France. Je disais donc tantôt que depuis leur formation à Yaoundé, on a senti chez Blaise quelqu'un qui est trop renfermé sur lui-même. Le Golden Boy, c'est comme ça qu'on l'appelait, Feu Thomas Sankara, il avait tous les qualificatifs et superlatifs absolus, sur le plan physique, sur le plan intellectuel également, etc. Et donc, Compaoré, c'est grâce au pouvoir qu'il arrive un tout petit, quand il atteint le pouvoir, en tuant et en massacrant son ami, qu'il commence à s'ouvrir, mais en lui, il garde beaucoup de rancœur et de gangrène. Roch-Marc Christian Kaboré, comme le disait quelqu'un sur le plateau central, est quelqu'un du système, mais c'est un économiste, c'est un banquier. Il a dirigé plusieurs banques comme d'ailleurs directeur général. Il arrive au pouvoir un tout petit peu par hasard. Et c'est par rapport donc à cela il a toujours été un tout petit peu sankariste. Il faut le dire, parce que c'est Sankara qui impose le look que Roch-Marc Christian Kaboré aime mettre en exergue et en évidence. Partout où il passe, à 99%, il est toujours habillé ainsi. Et ma foi, donc, dans le système, Compaoré, il se dilue. Et il attend son heure, tout sagement, tranquillement. C'est arrivé, et bien entendu, les deux sont diamétralement opposés. Bon, qu'est-ce qui peut maintenant, est-ce qu'il y a des preuves mettant en exergue une déstabilisation du Burkina Faso via Abidjan? D'autant plus que pour le moment, Abidjan n'est pas tranquille. Le gouvernement qui
pratiquement sont les plus vieux reportages, hein, les armes qu'on trouve par-ci, etc. La convocation des Comzones qui actuellement sont leaders dans l'armée, pour ceux qui ne sont pas encore empoisonnés, parce que certains sont partis se faire soigner au Maroc, d'autres sont encore aux États-Unis, en espérant qu'ils vont retrouver leur santé, ceux qui sont beaucoup plus proches de Guillaume Kibo Faris-Soro. Vous allez me comprendre, hein, tout cela est mélangé et lié. Donc, on va regarder plus clair là-dessus et voir la position et la posture de Ouattara, qui pour le moment a besoin de la paix. En fait, il voudrait maîtriser réellement son territoire avec l'un de ses alliés puissants, dont Barbeau disait que quand il n'aura plus les armes, il devrait se méfier de sa vie et de son avenir. Alors, comment est-ce que cela va se passer? Est-ce que ça laisse beaucoup d'ouverture à Ouattara de toujours déstabiliser ou de vouloir déstabiliser Ouaga? Ils ont tenté une fois, vous vous rappelez, je crois qu'ils sont encore au tribunal en train de trouver qui accusé, même si tout le monde sait effectivement ce qui s'est passé et qui sont les auteurs de tout ce qui s'est passé au Burkina Faso. Donc tout ça est un peu mélangé et cela permet toujours à la France d'avoir la même mise. Paris a besoin d'Abidjan. Paris a besoin du Sénégal. Paris a besoin du Burkina Faso. Vous savez que les Américains sont en train d'implémenter quelque chose de fort du côté du Burkina Faso, notamment à l'aéroport, où ils ont des éléments. C'est à partir du Burkina Faso, comme aucun pays africain n'a eu le courage, en fait c'est la honte, hein, de se positionner et de choisir les Américains, qui eux étaient loin en Allemagne, avaient les oreilles pour regarder l'Afrique. Cette fois-ci, ils veulent l'implémenter du côté du Burkina. Roch-Marc Christian Kaboré a besoin de la sécurité. On ne peut pas vous donner la sécurité, puisque quand on vous donne la sécurité, cela vous permet de mieux nourrir votre population, etc. Et on a besoin de vous fragiles. Donc, c'est tout cela est un peu mélangé, comme je le disais tantôt, pratiquement à l'intro de mes propos par rapport à ce sujet posé par Guy Fondop ce soir sur Afrique Média. Mais bon, on va essayer de creuser pour voir ce que cela va donner en donnant des pistes, en donnant des biscuits, en donnant, n'est-ce pas, des ouvertures à nos téléspectateurs pour qu'ils puissent essayer à la fin de cette émission voir un peu plus clair. Merci à vous, Moubarak Yonja Ketchmen, depuis N'Djamena au Tchad. On va à présent, dans quelques instants, aller à Bruxelles, retrouver Luc Michel pour un premier mot dans le débat, alors que nous tentons de comprendre ces accusations qui sont portées contre Blaise Compaoré dans la déstabilisation actuelle du Burkina Faso par des groupes terroristes, des groupes qui hier étaient présentés comme reconnaissant l'autorité ou alors la médiation de Blaise Compaoré, qui, selon certaines sources, aurait pu par la suite les dresser dans un projet visant à déstabiliser le pays. Luc Michel, nous vous retrouvons à Bruxelles. Quel est votre mot d'entrée? Bonsoir et bienvenue. Voilà, l'on me signale que Luc Michel n'est pas encore prêt et je recommence par vous, maître Janvier Momo. Alors l'on se demande tout naturellement, alors est-ce que cette proximité qui est avérée avec de nombreux leaders djihadistes du Sahel, là on est autour des années 2013, est-ce que cette proximité de votre point de vue aurait pu demeurer jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que ces chefs djihadistes du Sahel devraient quelque chose à Blaise Compaoré au point d'accepter une sorte d'instrumentalisation? Je pense que si nous retournons le problème burkinabé aux djihadistes, aux chefs djihadistes, nous allons sans coup férir nous dévier des principaux responsables de la déstabilisation du Burkina Faso aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le Burkina Faso, Ouaga, la capitale, a abrité plusieurs sommets de la paix, mais sur le Mali. Vous vous souvenez du sommet de 2013? De juin 2013, sur la sécurité et sur ce que ces djihadistes étaient en train de créer au niveau du Mali. Maintenant, d'où est-il venu? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ces djihadistes qui étaient au Mali et au Niger se retournent contre le Burkina? Qui est la personne? Quels sont ceux qui ont les manettes de la déstabilisation, utilisent ces djihadistes pour déstabiliser le Burkina Faso aujourd'hui? Je pense que c'est à ce niveau que se trouve la question. Et pour répondre,
il faudra que nous soyons assez clairs là-dessus. Premièrement, un concours de circonstances. D'où vient la logistique au niveau des djihadistes pour leur permettre de déstabiliser le Burkina Faso aujourd'hui? Concours de circonstances. Compaoré perd le pouvoir au niveau du Burkina Faso. Son frère burkinabé le reçoit au niveau d'Abidjan, Alassane Dramane Ouattara le reçoit au niveau d'Abidjan, lui donne ce qu'il a besoin, c'est-à-dire la tranquillité nécessaire. Et comment ne pas s'intéresser à nouveau? Comment est-ce que Compaoré ne peut pas lorgner d'un autre œil son pays, le Burkina Faso? Et souvenez-vous, le coup d'État de 2015, le pouvoir d'Abidjan a été inversé. C'est à Abidjan que la logistique financière et même matérielle a été préparée pour envoyer au niveau du Burkina Faso pour déstabiliser le pays. Comment aujourd'hui le même concours de circonstances ne peut pas permettre que la même logistique financière et même matérielle puisse détourner l'attention sur les djihadistes pour que non seulement leur visée ne soit plus au Mali ou au Niger, mais se concentre au niveau du Burkina Faso. Souvenez-vous, ces djihadistes, M. Guy Fondop, ce sont des hommes d'affaires, c'est-à-dire on les paye pour poser un certain nombre d'armes. Il est question aujourd'hui, pour ceux qui ont perdu le pouvoir au niveau du Burkina Faso, de prouver que la rue a eu tort de chasser un certain Blaise Compaoré au pouvoir. Blaise Compaoré veut se faire regretter au niveau du Burkina Faso. Et en se faisant regretter, il assoupit les intérêts de la France-Afrique. Il assoupit les visées de la France-Afrique. Il règle un contentieux que la France-Afrique a avec Roma Christian Kaboré. Ne nous leurrons jamais là-dessus. Roma Christian Kaboré n'est pas un chef d'État qui a été préparé dans la cellule africaine à l'Élysée. Et ça, c'est clair. Et nous connaissons la leçon. Chaque fois que vous n'avez pas, que votre nom n'est pas parti de la cellule africaine de l'Élysée, il faut que vous prouvez par vos actes que vous êtes assujetti aux visées de l'Élysée sur l'Afrique. Et la diversification des partenariats au niveau du Burkina Faso. Quand vous voyez les attaques sur l'hôtel Splendide, restaurant Cappuccino, les convois d'exploitants miniers, mais ces exploitants miniers ne sont pas de la France-Afrique, c'est des Canadiens. Donc, la diversification du partenariat est une source de déstabilisation de certains de nos pays. Et le Burkina Faso n'est pas loin à ce niveau. Donc, si nous regardons la situation au niveau du Mali, au niveau du Niger, au niveau du Burkina Faso, sur les attaques terroristes, ce ne sont pas des attaques gratuites et anodines. Les djihadistes ne se trompent jamais de leurs cibles. Leurs cibles sont préparées. Leurs cibles, on leur donne des informations et on leur donne jusqu'au niveau, avec une précision chirurgicale, les actes qu'ils doivent poser. Souvenez-vous, dans le conflit de Boko Haram, avant que le Cameroun ne se réveille et dit n'ayons plus confiance à ces histoires de drones, ils n'avaient jamais donné des informations claires pour dire à la force multinationale mixte, voilà où se trouvent vos adversaires. C'est le même problème que le Burkina Faso est en train de vivre. Et si les autorités burkinabées ne prennent pas le taureau par les cornes, ceux qui sont en train de vouloir faire regretter la rue sur le choix porté sur Roma Christian Kaboré, ceux-là ont une capacité de nuisance, surtout qui sont logés à Abidjan, un gouvernement qui est très très favorable pour la déstabilisation des pays voisins, notamment le Burkina Faso. Dans quelques instants, nous tenterons de rejoindre Bruxelles pour avoir le mot d'entrée de Luc Michel, mais Didier Yimkwa, tout de suite, l'on se demande effectivement, au-delà des liens qui sont connus, qui ont été vérifiés à l'époque, vu que Blaise Compaoré était le médiateur de la CEDEAO dans la stabilisation du Mali. Est-ce que pour vous, ces liens-là jusqu'où serait-il allé avec ces chefs terroristes? Est-ce qu'il aurait pu, par la suite, les instrumentaliser? Monsieur Fondop, moi j'ai appris en analyse politologique de faire attention avec des cas simplistes. Moi j'aime faire des analyses globales. Parce que rien ne nous prouve que ces situations ne viennent pas aussi de l'entourage de M. Kaboré.
Rien ne nous prouve. Donc il faut faire attention. Parce qu'il y a également des membres de son entourage qui étaient dans le sillage de l'ancien pouvoir. Il y a un mécanisme que les chefs d'État africains aiment utiliser, la technique du décentrage-recentrage. C'est-à-dire, on gâte, on repart, pour rester légitime. Lorsqu'on sent le pouvoir menacé, on suscite des crises, on suscite des antagonismes entre des groupes. C'est possible. Monsieur Kaboré n'est pas un enfant de cœur. Je ne peux pas lui signer un chèque en blanc. Nous sommes dans le champ politique. Mais monsieur Kaboré pourrait-il déstabiliser son propre pouvoir? Écoutez, et si oui, pourquoi? Non, pour le moment, pour aujourd'hui, actuellement, le Burkina Faso n'est pas déstabilisé. Moi, je ne suis pas un adepte du complot permanent. On connaît des techniques, on connaît des méthodes soviétiques. Je vous ai parlé du technique du décentrage-recentrage. On a vu les chefs d'État susciter les coups d'État pour après se repositionner comme le chantre de la paix. C'est des analyses. Moi, je fais des analyses. Je ne suis pas dans du fétichisme. Je ne dis pas que ce qu'il est en train de faire. Donc moi, je ne peux pas, comme ça, là, délivrer un chèque en blanc à M. Roch Kaboré. Non. Nous sommes en politique. Et en politique, tout est possible. Alors, dans cette hypothèse, il est important de comprendre, je veux dire, les motifs qui pousseraient, par exemple, le président. Voilà une excellente question. Là, maintenant, il faut aller interroger les Burkinabés. Quelle est aujourd'hui la relation entre les Burkinabés et M. Kaboré, M. Kaboré? Pour répondre à cette question, ce n'est pas à moi. C'est au peuple burkinabé. Il faut leur poser cette question. À partir de cette question-là, vous pouvez comprendre un certain nombre de choses. Mais moi, je ne peux pas délivrer comme ça un chèque à blanc à M. Kaboré. Et dans la criminologie internationale, voyez-vous, ça c'est une autre hypothèse dans la criminologie internationale. À un moment donné, parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas les États qui trustent le monde. C'est les puissances politico-militaires. Vous comprenez? Ce n'est pas les chefs d'État. Vous savez très bien que pour que M. Emmanuel Macron soit président de la France, on sait comment ça s'est passé. On connaît les rôles d'un certain nombre de laboratoires, des Rocher et consorts. Vous comprenez? C'est des groupes comme ça, là, c'est des grands groupes, c'est des multinationales, puissances politico-militaires, qui trustent aujourd'hui le monde, qui décident de la marche du monde. Tout est possible. Que monsieur Ouattara ou bien son ami soit en train de franchiser quelque chose. Tout est possible, vous comprenez, tout est possible. Donc, lorsque il y a un agenda, lorsque il y a un groupe, il y a une puissance politico-militaire qui a un agenda, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'appuie sur des pylônes, sur des acteurs. Elle s'appuie sur des acteurs. Elle peut même aller très loin, s'appuyer même sur des groupes terroristes, sur des mouvements radicaux, sur des extrémistes qui partagent un tant soit peu la même vision de management gouvernemental. Donc il faut faire ces analyses-là tout en évitant d'être péremptoire. En tout cas, moi, c'est ma position. Donc je ne peux, il n'y a pas d'ange dans le champ politique. Il n'y a pas d'ange dans le champ politique. Vous êtes un excellent journaliste, vous avez lu Le Main Sale de Jean-Paul Sartre. Vous comprenez un peu ce que je dis. Donc il faut faire attention de balancer comme ça un chèque en blanc à un homme politique, parce que tous calculent. Et nous sommes là dans un système de perpétuation du pouvoir. Il n'est pas exclu que 2 jours après, comme vous dites que la paix est revenue au Burkina Faso, que cette crise-là n'existe plus. Mais il faut se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé après? Vous avez la diplomatie du jardin, vous avez la diplomatie de couloir, mais vous avez ce qu'on nous présente. Généralement, ce n'est pas la même chose. Les gens sont installés dans ce qu'on appelle les mésodiscours, les anti-discours. Vous comprenez? Pour susciter à un moment donné une certaine sympathie du peuple. C'est ça que j'appelle la technique du décentrage et du recentrage, qui est très très utilisée par les hommes politiques.
Alors, avant d'aller à Bruxelles, retrouver Luc Michel, je vous retrouve une fois de plus à N'Djamena, avant bien sûr le plateau central également, Moubarak Yondia Kutchmen. Alors, on va davantage creuser les positions de ceux qui pensent que la déstabilisation actuelle viendrait de la Côte d'Ivoire, à savoir de l'ancien président Blaise Compaoré et également du président ivoirien, parce que celui-ci, bien sûr, abrite Blaise Compaoré sur son sol, sans, selon quelques-unes de ses sources, poser de questions. Alors, est-ce que le fait que le Burkina Faso soit aujourd'hui, en tout cas, ils sont préservés, à part les attaques de Bassam qui datent aujourd'hui, est-ce que le fait que les frontières du Burkina de la Côte d'Ivoire soient préservées aujourd'hui est un motif supplémentaire ou alors un élément qui renforce cette thèse de la déstabilisation qui vient d'Abidjan? On est dans la bande sahélo-saharienne, la Côte d'Ivoire également a une partie sahélienne autant pour moi, qui est assez importante, avec une très grande frontière avec le Burkina Faso, mais jusqu'à présent préservée. Est-ce que cela vient, de votre point de vue, soutenir les positions de ceux qui pensent qu'il y a une sorte de main invisible qui voudrait que la Côte d'Ivoire soit préservée, un peu comme le Burkina était préservé quand le président Blaise Compaoré était au pouvoir et assurait et jouait un rôle justement dans la sous-région entre les pouvoirs et ces groupes djihadistes? Ça n'est pas préservé. Je suis désolé de le dire. La Côte d'Ivoire joue son rôle de barbouze depuis Félix Houphouët-Boigny, celui qui a désintégré et détruit le Grand Mali. Ce sont des enjeux géopolitiques, j'allais même dire géostratégiques, des enjeux économiques. Je vais m'aller plus loin, géoéconomiques. C'est comme si on m'annonçait que le Sénégal est préservé. Laissez-moi rire. Le Sénégal n'est du tout pas préservé. Comment peut-on expliquer qu'un jeune Sénégalais à 25-26 ans est gouverneur à Saint-Louis, 10 ans après se retrouve dans le cabinet du président sénégalais qui est français, après Robolote devient impérativement le président de la République. En 2000, il est parti à De Diouf. Moi, je veux aller plus vite. Je fais court, parce que avant de revenir, aucun pays n'est préservé. Vous défendez les intérêts de la France, vous êtes préservé. On a dit aux djihadistes, ils ont attaqué, c'est un plage en Côte d'Ivoire. Ce que je vous dis ne date pas de très longtemps. Ceux qui manipulent les soi-disant djihadistes, ceux qui les envoient les motos, qui arment les djihadistes, ils ont dit non, laissez la Côte d'Ivoire tranquille. Actuellement, la France a besoin de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et bien entendu du Burkina Faso. Actuellement, le pays qui est plus ou moins préservé, c'est la Mauritanie. Pourquoi? Parce que la Mauritanie est sortie illico presto du franc CFA. Appelez cela éco comme vous voulez, parce que pour moi, si je peins ma maison se trouve toujours, je ne sais pas moi, à Akwa, à Bonamou Sadi ou peut-être ici à Farcha. L'essentiel ici, c'est les intérêts de la France. Moi, le problème qui m'inquiète, c'est Roch-Marc Christian Kaboré. Il joue quel jeu? Il est dans quel camp? Au départ, on a senti son positionnement. Mais par rapport à ces djihadistes, j'ai l'impression qu'ils s'aiment à tout vent. Ils picorent partout. Et il y a un petit désordre qui se met en face. Ça servit à quoi l'arrestation de Kémy Séba au Burkina? Quand on arrête Kémy Séba au Burkina, cela prouve que Roch-Marc Christian Kaboré pense faire plaisir à qui nous savons. Parce qu'il entre, il a le visa. Et on profite d'un discours, semble-t-il, il a appelé tel, il a attaqué tel. Et après, il est illico presto libéré suite à quelques Burkinabés qu'on a encore tués. Il fallait se concentrer là-dessus. Mais entre-temps, on a senti que Roch-Marc Christian Kaboré est déconcentré. Pourquoi? Parce qu'il est pratiquement seul. Les conseillers militaires qui l'entourent sont très proches de Blaise Compaoré, qui tous les soirs, il sait ce qui se passe au Burkina Faso. Tous les soirs, ou presque. Il en discutait avec 2 personnes en Côte d'Ivoire. Guillaume Kibo Farisoro et bien entendu Alassane Dramane Ouattara. Bon, maintenant, il en discute avec Alassane, parce que depuis un certain temps,
il se méfie de trop se coller à Guillaume Thibault Faris-Soro par rapport à ce que nous savons depuis quelque temps. Donc, voilà à peu près schématiquement ce qui se passe. Et moi, cela m'inquiète, parce qu'on ne joue pas le jeu de ce que nous voulons. L'Union de l'Afrique qui va botter en touche ceux qui nous implémentent leur écho là, sans sens. C'est vide, creux, vaseux. On ne sait pas là où on va avec cet écho. Cela met en phase la France, qui va encore tutoyer les chefs d'État africains. Je vous convoque. Cette fois-ci, on a trouvé quelques palliatifs, parce que les panafricanistes ont crié, j'allais même dire aboyer haut et fort. Ils ont pu jongler comme ils ont pu jongler, mais en janvier, ils vont se retrouver pour dire quoi? Pour faire quoi? Pour toujours dire à la France que oui, nous sommes d'accord pour pour que vous puissiez continuer à jouer le rôle du grand chef bandit, Ali Baba et les 40 voleurs. C'est le rôle que joue la France. Or, nous défendons l'Union de l'Afrique. C'est pour cela que Afrique Média a été créée. En fait, il n'y avait pas qu'Afrique Média, il y avait également France 24, Africa 24, excusez-moi, créé, ou si vous voulez, par la même personne, je préfère dire cela ainsi, vous m'avez compris, mais Africa 24 et son président directeur général, il bosse pour quelqu'un d'autre. Bleu, blanc, rouge. C'est clair. Les positions sont connues. Il ne faut pas qu'ici, à ce niveau de jeu, d'intérêt, où l'Afrique est devenue la femme la mieux convoitée du monde. Tout le monde veut s'implanter en Afrique. Macron a fait pratiquement 15 minutes pour plébisciter la place de la France en Afrique. Suite à une question, semble-t-il, arrangée, très souvent à ce niveau-là, c'est ce qui se passe. Macron a essayé de devenir le président directeur général et commercial de Paris, où il a montré que les intérêts des Africains, c'est de marcher avec Paris. Mais par contre, la Chine vient de répondre à Macron en disant qu'il y a quelques dons d'armes, d'argent, du flocage qu'on va donner au G5 Sahel. Les armes, du flocage, à peu près, je crois, 4 à 5 millions de dollars par pays. Mais bon, qu'est-ce que ça va donner? Peut-être c'est pour répondre à Macron. Entre-temps, comment la Russie va répondre? Et pour encore rebondir, que fera Macron? Macron est bloqué. La France est en train de s'écrouler. Ce que je dis, c'est vérifiable, c'est palpable. Ils ont absolument besoin, en laissant de côté l'Afrique centrale, on les appelle les têtus, les révolutionnaires, avec à la tête, je n'invente rien, Barthélemy Bimvodobia. On peut ne pas l'aimer ou l'aimer. Ce que je dis également tient la route. On peut en faire un débat. Hein. Moi, ça ne me dérange pas. C'est ma position. Je ne suis pas du RDPC. Je n'ai du tout pas envie d'entrer dans ce parti politique. Je parle de l'homme Bia qui a imprégné quelque chose de fort. Il a des tares. Il a même des avatars. Mais de ce côté-là, il a su répondre à la France. Je vous assure. Bon, il y a deux camps. On a la Côte d'Ivoire, on a le Sénégal, on a le Burkina. En Afrique centrale, on a le Cameroun, on a la Guinée équatoriale, on a le Tchad. Eh bien, wait and see. Il semblerait que le franc CFA est mort du côté de l'Afrique de l'Ouest. Le même franc CFA que l'on utilise tout bonnement en Afrique centrale. Les deux francs CFA s'échangeaient avec un plus-value. Bon, maintenant, comme c'est devenu l'écho, qu'est-ce qui va se passer? Je voulais préciser que je suis dans le débat. Parce que, comme je le disais, la destruction ou l'autodestruction voulue et implémentée par la France par rapport au Mali, avant c'était la Libye de Kadhafi, etc., c'est le contrôle de ce qu'ils appellent leur base arrière. Et d'autres ont dit que c'est fini. Ce qu'on a arrêté depuis longtemps là, c'est fini. Nous avons également notre mot à dire en Afrique, notamment en Afrique francophone. Et ma foi,
ce jeune homme de 42 ans est dépassé. Il a créé un conseil, semble-t-il, d'Africains nés là-bas, qui essaie plus ou moins de donner des conseils, des orientations. Ça ne tient plus la route. Pour information, Macron informe aux autres anciens présidents français que leurs 6,5 millions d'euros qu'ils ont chaque année par rapport à leur silence d'omerta sur le franc CFA, cette année risque de ne pas se mettre en phase. Il n'y a pas le cash flow en France. Donc, ils veulent continuer dans leur même perfidie. Et pour cela, les morts vont continuer si ce que nous sommes en train de mettre en phase ici sur Afrique Média n'avance pas. Je me réjouis tout simplement parce que, eh bien, ça va pousser les chefs d'État à se mettre ensemble. Parce qu'on a l'impression que Roi Christian Kaboré, très souvent, il se sent seul dans cette danse-là. Est-ce que les 5 chefs d'État sont unis pour l'intérêt de l'Afrique? Ou alors, après la réunion, chacun se retrouve et implémente comme il peut l'entendre? Est-ce que Roi Christian Kaboré, Idriss Déby Itno, le président du Niger, pourquoi je ne prononce pas son nom, il sera changé d'ici un certain temps, et les autres sont-ils ensemble fermes sur ce dossier-là? Le dossier de la restitution de la vraie indépendance, de cette zone totalement hors contrôle depuis que Kadhafi est parti dans les conditions que nous connaissons. Voilà le problème. Seul Roi Christian Kaboré ne s'en sort pas. Seul le Tchad ne s'en sort pas. Seul le Niger ne s'en sort pas. Et la France ne souhaiterait pas qu'ils se mettent en phase. Ils ne sont pas sur un plan juridique. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est son excellentissime Idriss Déby. Sur le plan juridique, le G5 Sahel n'existe pas. On en est encore là. Eh bien, après le flanc-flanc et les tambours battants de Macron en Côte d'Ivoire et les larmes de crocodile qu'il a versées sur certains cadavres au Niger, dans son discours, il n'a rien dit. Hein. Il pouvait au moins se faire plaisir à son ami du Niger. Il dit que bon, ben, l'uranium on exploite ici depuis longtemps. Mais bon, on vous ajoute encore un petit pourcentage sur l'achat, parce que la France se fait des sacrées plus-values sur l'uranium du Niger. La France se fait des sacrées plus-values sur le franc CFA. La France fait de sacrées plus-values sur le contrôle des ports en Afrique, etc. C'est dedans, comme on dit au quartier, c'est dans ça qu'ils mangent. Vous voulez qu'ils vous laissent ça? Ils vont faire comment? Il y a 60 millions de personnes à nourrir. Les salaires là-bas sont up-to-date, qualificatifs au superlatif absolu. Même les bonnes, les domestiques, ou techniciens de surface, appelez cela comme vous voulez, on ne les paye pas 5 francs là-bas. C'est ça le problème. On est là. Qu'est-ce qu'il va se passer? On verra le 15 janvier. Et c'est à partir de là, mais entre-temps, sur Afrique Média, nous allons assainir, nous allons parler, nous allons aboyer pour nous faire comprendre. Parce que nous savons que le peuple africain en a marre. Ça dure depuis longtemps. Ça dure depuis très longtemps. Et Ouattara est dépassé. Parce que Ouattara s'attaque à Bédié. Ouattara s'attaque à Barbeau. Ouattara s'attaque à Blé Goudé. Ouattara s'attaque à Guillaume Kibo Farisoro. Il s'attaque à tout le monde. Il veut son mandat. Bien sûr que Macron, par rapport à ses intérêts, a validé. Mais entre-temps, il laisse au chaud Guillaume Kibo Farisoro. Il y a un mandat. Il n'est pas touché. Hein. Je suis toujours dans le débat. Tout cela est en train de se joindre. C'est un capharnaüm terrible. Et je vous assure, si on ne fait pas attention, le virage à 190 degrés que l'Afrique devrait prendre, on risque encore rater le tournant et ils viendront se moquer de nous en signant tout ce qu'ils veulent comme contrat dans le chocolat, dans les ports, dans les soi-disant industries dont nous ne serions que les manœuvres. Sauf des gens comme Ouattara qui
ouvertement, ont également choisi leur camp. Que la Côte d'Ivoire, que gagnerait la Côte d'Ivoire avec dans une déstabilisation du Burkina Faso? Ben, il faut comprendre une chose qui est claire. Le Burkina Faso n'est pas sous le contrôle de M. Ouattara ou bien de ceux qui sont actuellement à Abidjan ou bien sous le contrôle de la France. Parce que un homme est arrivé, sorti de nulle part, il a pris le pouvoir par c'est la rue qui a décidé de faire partir M. Compaoré et une élection s'en est suivie et Roch-Marc Kaboré a gagné cette élection. Donc en réalité, c'est le démocrate du Burkina Faso, M. Roch-Marc Kaboré. Donc aujourd'hui, et dire que la Côte d'Ivoire ne veut pas ou bien ne souhaiterait pas que ce modèle de démocratie se transporte dans toutes les autres nations. Parce que quand même, on a vu un peuple soutenir un chef ou bien élire quelqu'un de manière démocratique malgré les manipulations, malgré les tentatives de déstabilisation par le clan Blaise Compaoré. Vous savez que les Diendéré, c'était le dernier carré de M. Blaise Compaoré. Ils sont nombreux, les Bassolé et tout le reste, ce sont les hommes forts de Blaise Compaoré et qui voient aujourd'hui qu'ils ont perdu la plupart de leurs privilèges et sont en prison aujourd'hui. Nombreux sont en prison aujourd'hui. Et maintenant, eux qui sont des militaires très bien formés, parce que Diendéré fait partie des gars les plus vaillants du Burkina Faso, et qui a des hommes, et qui a eu des hommes aujourd'hui, et qui continuent à manœuvrer, parce que quand même, quand vous regardez la relation entre tous ces chefs rebelles du Sahel, Ben Mokhtar, avec les autres, Abdali et tout le reste, on se pose beaucoup de questions. Comment cette relation, donc aujourd'hui, il y a eu conservation des relations entre le Burkina Faso et ses anciens contrats avec les rebelles. On a préservé cela, Blaise Compaoré a conservé ces relations-là en attendant un jour qu'ils peuvent m'aider. Et je crois que ce jour est arrivé il y a de cela quelques temps aujourd'hui, parce que la France a donné son mot, son OK, pour dire que monsieur, allez-y, nous sommes derrière vous, nous allons vous accompagner pour obtenir, parce qu'en réalité aujourd'hui, tout ce qu'il faut, il ne faut pas que le Burkina Faso soit en paix. Parce que pour que la Côte d'Ivoire soit en paix, il faut que le Burkina Faso soit déstabilisé. Et ça, aussi longtemps que le Burkina Faso est déstabilisé, ça permet que Abidjan puisse respirer. Mais si le Burkina Faso est stable, avec des institutions fortes qui fonctionnent, Abidjan sera forcément déstabilisé. Pourquoi? Parce que la plupart des rebelles qui sont financés, qui vivent de l'industrie de la guerre, qui vivent des prébendes payées par ces hommes-là, n'auront plus de travail. Donc ils voudront se retourner maintenant chez leur ancien chef, chez leur ancien patron qui est M. Ouattara, qui les a longtemps payés pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Donc on leur trouve du boulot ailleurs. En réalité c'est ça. Donc aujourd'hui, et la France, qui est l'artisan, veut aussi vendre son matériel, parce qu'il faut vendre le matériel militaire. C'est pour ça que la France ne veut pas partir du Sahel, en réalité. Parce que si la France quitte le Sahel, qui va encore fournir des armes aux rebelles? Qui va encore fournir les armes aux djihadistes? Personne. Tous les circuits seront fermés et aujourd'hui, la France va perdre ce grand marché. Parce que vous allez constater que si, un seul instant, la France quitte le Sahel, vraiment le terrorisme, on donne un an au terrorisme pour que ça finisse dans le Sahel. Un an au trop. Parce que nous avons des armées quand même bien formées. La plupart étaient à Saint-Cyr. La plupart ont fait des écoles de guerre en Israël, aux États-Unis, un peu de partout. On a un commandement extrêmement opérationnel dans nos États, que ce soit au Tchad, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit... D'ailleurs, vous savez que l'armée du Tchad a réussi des exploits au niveau du Mali et a prouvé que nous pouvons faire face à cette déstabilisation, faire face à ces rebelles-là. Mais à un certain niveau, la France a dit, non, arrêtez-vous ici. Hein. Vous savez que... oui, bien sûr. Vous savez que nous avons fait un petit contrat avec les rebelles, donc stoppez là, ne continuez pas. Et d'ailleurs, c'est cette même France qui allait prendre tous les honneurs et les gloires de tout cela. Donc, en réalité, nous avons un pompier pyromane qui joue le mauvais jeu dans le Sahel. Et aujourd'hui, le Burkina Faso est la cible parce que Roch-Marc Kaboré, je ne sais pas s'il est franc-maçon, parce que vous savez quand même que il y a ce problème des 3F.
France, franc-maçonnerie, franc CFA, qui sont un problème chez nous en Afrique, surtout dans l'Afrique francophone. Si vous ne combattez pas ces 3 F, France, franc-maçonnerie, franc CFA, vous êtes morts. Alors, donc, en réalité, c'est la grande messe. Cette grande messe que M. Macron est venu faire à Abidjan pour venir implémenter la stratégie de comment on va encore tuer des Ivoiriens, comment on va encore déstabiliser les États pour qu'ils puissent avoir de quoi se nourrir leurs esprits machiavéliques, pour nourrir ces esprits de... vous savez quand même que Macron, c'est le fils spirituel de Attali, pour ceux qui connaissent Attali en France. Donc, en réalité, aujourd'hui, nous avons des problèmes sérieux parce que nous ne voulons pas nous mettre ensemble. Parce que le G5 Sahel aujourd'hui représente quelque chose de très important. Si nous nous mettons ensemble... Mais est-ce qu'il suffit uniquement de se mettre ensemble? On voit que dans le bassin du lac Tchad, les États ont mutualisé leurs moyens et également le commandement de leurs troupes pour combattre Boko Haram avec une très très grande efficacité. Boko Haram a été réduite très rapidement à sa plus simple expression. Mais il se trouve que ces États aussi au passage ont dépensé voilà, des réserves incroyables de leur trésor public et se sont donc retrouvés incapables parfois de garantir certains investissements dans certains secteurs clés comme la santé ou encore l'éducation. Alors est-ce que les États du Sahel disposent de ces moyens même s'ils disposent de ces hommes-là? Mais écoutez, M. Guy Fondo, si un seul instant on dit seulement que Areva qui exploite le... vous appelez ça quoi? L'uranium. Qui prend gratuitement, parce que ça, il n'achète pas. Il prend gratuitement l'uranium au Niger. On dit à Areva, ok, seulement 20% du bénéfice. Mais comment contraindre Areva, comment justement contraindre Areva à revoir la hausse les royalties qui sont payées à l'État du Niger? On se souvient, Maître Janvier Momon, on se souvient du cas Mamadou Tanja et Nicolas Sarkozy, ça lui a coûté le pouvoir à la fin. Bien sûr. Mais monsieur Guy Fondo, vous savez une chose qui est claire. C'est justement pour ça qu'on ne veut pas la stabilité des États comme de nos États. Quand vous devenez stable, on organise immédiatement quelque chose qui va vous déstabiliser. Parce que si le Cameroun a réussi, par exemple, l'initiative PPTE, qui quitte de pays de pauvres très endettés, qui devient pays en voie de développement, on crée immédiatement un autre circuit de dépenses de moyens, qui est la guerre de sécession, qui est Boko Haram. C'est la même chose au Sahel aujourd'hui. On voit comment on déstabilise les États, parce qu'on ne veut pas. D'ailleurs, la preuve en est, quand le président Idriss Déby prend une décision salutaire de juger des gars qui volaient les enfants, on a créé immédiatement une rébellion qui s'est retrouvée aux portes de N'Djamena. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, nous devons réfléchir à ce que une entreprise, une multinationale comme Areva, on puisse les poser si nous sommes engagés, stables dans nos États, ou bien en cohésion, nous pouvons dire à Areva, ou bien aux autres multinationales, comme Vincent Bolloré, que messieurs, vous n'exploiterez plus les ports, ou bien vous n'exploiterez plus l'uranium à prix Ndior, comme vous prenez là, mais vous allez taxer. D'ailleurs, des royalties doivent être reversées à l'armée de manière de défendre les territoires. Suffit-il simplement de le dire ou bien de le penser pour que cela soit? On sait que voilà, les rapports de force s'établissent et se dénouent en fonction du comportement des acteurs et que ce n'est que ces rapports de force-là qui nous donnent X ou Y. Alors, M. Yimkoa, est-ce que finalement il suffit simplement de vouloir? Tout à l'heure, on citait le cas du Burkina Faso avec Blaise Compaoré qui aurait, selon de nombreuses sources, préservé les frontières du Burkina Faso vierges de toute attaque terroriste par le rôle qu'il jouait entre différents pouvoirs du Sahel et ces groupes terroristes-là. Cela lui a permis de sauver son territoire. Est-ce que ce territoire du Burkina peut être sauvé aujourd'hui uniquement parce qu'un chef d'État décide, par exemple, de contraindre une multinationale à payer 50% de royalties en plus pour pouvoir, par exemple, développer les secteurs de la santé, de l'éducation et éviter l'enrôlement des jeunes? Impossible. Impossible. Pourquoi? Parce que on peut avoir la volonté, on peut avoir la foi, mais seule la foi ne fait pas le marché, malheureusement. Il ne faut pas oublier que ces pays que vous citez là, Burkina Faso, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, pourquoi pas le Cameroun, sont des compromis coloniaux. Nous avons un héritage colonial assez lourd, qui pèse. Et si vous visitez l'histoire de l'indépendance de tous ces pays-là, vous verrez que ceux qui sont morts
Bon, c'est vrai que c'est pas dans tous ces pays où on a eu des guerres d'indépendance. Si vous regardez un peu ces pays où on a eu la guerre d'indépendance, vous verrez que ceux qui sont morts pour l'indépendance, c'est pas eux, ou bien c'est pas leurs héritiers qui sont arrivés au pouvoir. Vous comprenez? C'est les supplétifs néocoloniaux qui sont arrivés au pouvoir et qui tiennent leur pouvoir, malheureusement, pas du peuple, mais beaucoup plus de la France tutélaire, de la France mère. Il y a ce que le professeur, l'abbé Mveng, convoqué d'habitude de son vivant, il parle de la paupérisation anthropologique. La paupérisation anthropologique sur laquelle s'est assise les éléments de la néocolonie. Dedans, vous avez la paupérisation culturelle, par l'aliénation, par le système d'éducation. Vous avez la paupérisation par l'aide et le développement, parce que vous aidez chaque fois celui qui vous donne de l'argent, celui, on le dit de façon prosaïque, celui qui paie le bal mène la danse. Donc, les dons, l'aide, on parle d'aide bilatérale, l'aide, tout ceci, cela, A2D, C2D, tout ça rentre dans ce qu'on appelle la paupérisation par l'aide et le développement. Vous avez aussi un autre type de paupérisation, la paupérisation par la corruption. Vous comprenez? Et c'est tout cela, la corruption, les détournements de fonds, qui sont le carburant de la France-Afrique. On a réussi à affaiblir l'Afrique. Quand je dis l'Afrique, c'est l'Afrique dont nous sommes en train de citer là. Le système éducatif n'est pas le nôtre. C'est Joseph Kizerbo qui disait que je suis allé en France faire le droit, mais quand je suis arrivé à la Sorbonne, je me suis rendu compte que on m'enseignait l'histoire de la France. On ne m'enseignait pas l'histoire de l'Afrique. C'est pour ça que le professeur Kizerbo décide d'étudier l'histoire. Il en deviendra le premier agrégé de l'histoire de l'Afrique noire. Et lorsqu'il rentre au Burkina Faso, voilà, vous croyez l'histoire bégaye, lorsqu'il rentre au Burkina Faso, il décide que l'école africaine doit être pour les Africains. L'école de l'Afrique doit être l'école africaine pour les Africains. Mais jusqu'à sa mort, il n'avait jamais été compris. Le professeur Kizerbo était de la lignée de Kwame Nkrumah, qui pensait que le vrai développement devait être d'abord un développement endogène. Mais ce n'est pas ce qu'on nous enseigne. Le système éducatif qui est implémenté dans ces pays-là, la France-Afrique, ce n'est pas le nôtre. C'est pas le nôtre, ça n'a rien à voir avec nos réalités ontologiques. Donc le débat doit commencer d'abord par là. Notre histoire, notre culture. Je n'aime pas trop parler des problèmes religieux parce que ça charrie des passions. On est passé par là pour désorganiser, pour déconstruire notre organisation. Vous comprenez? Cheikh Anta Diop le démontre que pendant 10 siècles, l'Afrique était le centre du monde. Mais après, on nous a déstabilisés. Les gens sont venus en Afrique tricher la mathématique pour aller se développer. Aujourd'hui, nous nous développons avec la science des autres, avec la technologie des autres. Le professeur Machin Toa le disait, que tant que les Africains ne pourront pas avoir leur propre technologie, nous ne pourrons pas nous développer, nous émanciper avec la technologie des autres. Aujourd'hui, on nous vend les ordinateurs avec les logiciels. Nous travaillons dans les ordinateurs. Mais toutes nos informations sont entassées, stockées ailleurs. Parce que ces logiciels-là, Windows n'est pas africain. Tous ces logiciels ne sont pas africains. Et malheureusement, lorsqu'on pousse la réflexion un peu plus profonde, on se rend compte que tout est dans la mentalité. Il faut d'abord déconstruire la mentalité néocoloniale. Il faut un système éducatif africain. Nous devons nous prendre notre culture. Tout ce que nous faisons doit avoir un ancrage culturel, ontologique. C'est ça, monsieur Fodor. Tant que vous êtes hors de là, vous ne pourrez rien faire. Vous resterez toujours prisonnier des autres. C'est le président Idio qui disait: il n'y a point de dignité qui attende pour ceux qui attendent tout des autres. Aujourd'hui, nous attendons tout des autres.
que le voulez ou pas, les frontières africaines aujourd'hui ont été divisées pas par nous. C'était lors de la conférence de Berlin en 1884. On a dépecé l'Afrique sans les Africains. Or, ce qui se passe aujourd'hui, on est en train de refaire les frontières de l'Afrique. Et qu'est-ce qui oriente ces velléités hégémonistes? C'est le sous-sol. C'est nos ressources du sol et du sol. C'est tout cela qui oriente aujourd'hui. On va redessiner, que vous le vouliez ou pas, on va redessiner les frontières de l'Afrique sans les Africains. Donc nous devons aujourd'hui nous battre d'abord pour notre histoire, pour notre culture, pour notre système éducatif et pour notre propre technologie. Comme moi j'entends, les gens disent que non, on ne veut pas la forme, nous préférons la Russie, j'en ris. Mais en attendant, permettez-moi de vous couper la parole. En attendant, il faut d'abord résister, il faut exister au cœur d'une configuration géopolitique. Moi j'aime ce mot-là, la résilience. Oui. La résilience c'est quoi? C'est que c'est résister, mais sur des bases solides. C'est ça la résilience. C'est-à-dire vous résistez et que vous soyez capable de vous relancer. C'est ça la résilience. Oui, il faut être réaliste, il faut être pragmatique. Vous comprenez? Il ne faut pas rester là seulement à pleurnicher. Moi, j'ai travaillé avec les Indiens pendant 10 ans. J'ai compris pourquoi ils sont là où ils sont aujourd'hui. Ils ont subi la même colonisation. Ils ont subi pire que nous. Mais à un moment donné, ils sont arrêtés, ils sont mis à travailler. Il faut surtout que les Africains évitent le principe de la bouc émissarisation. Je pense que leur problème, c'est les autres. Et quelque part, et peut-être dans le même sillage, on pourrait évoquer Alexis de Tocqueville, qui d'ailleurs fait la différence au moment de l'esclavage entre l'esclave noir américain et l'esclave indien, en disant que la différence qu'il y avait entre les deux était que l'un avait une âme et l'autre n'en avait pas. Tout à fait. En disant que le noir n'avait pas d'âme. Est-ce que vous rejoignez donc finalement Alexis de Tocqueville? Non, je peux pas rejoindre. Je peux pas dire que l'Africain n'avait pas d'âme, parce que là, ça rentre dans ce qu'on appelle la paupérisation culturelle. Je ne peux pas croire à ça, parce que on connaît par exemple Arthur, qui a théorisé le racisme. Je ne peux pas croire à ça. Je parlais de cela, Maître Janvier Momo, je parlais de cela pour évoquer un autre aspect. Oui, juste une minute, vous allez repartir. Okay. Évoquer un autre aspect. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que récemment, en Russie, l'on nous a fait comprendre qu'il n'y avait pas de développement possible sans véritable identité culturelle profonde. Alors, Alexis de Tocqueville présente l'Indien comme celui qui a refusé l'esclavage, qui se pendait ou alors qui se suicidait avec tout objet qu'on lui donnait pour travailler dans les champs de café et autres champs de coton, alors que le noir américain finissait par tomber amoureux de son maître, parfois au sens propre du terme, et il se retrouvait à vivre, à porter les mêmes vêtements que son maître, et Tocqueville qui conclut finalement que cela était un problème dû à une sorte d'effacement de l'âme. Monsieur Guy Fondor, il faut comprendre que le contexte de l'Indien et de l'Africain noir n'est pas le même. L'Africain noir qui se retrouve en Amérique dans les champs de coton, dans des champs de blé, il a traversé l'océan. Il a traversé l'océan dans la misère. Il a traversé. Que vous le vouliez ou pas, monsieur Yimkwa, je suis désolé. Il vient de loin. L'Africain parle d'une souffrance. L'Africain part d'une souffrance pour se retrouver dans le continent américain et dans ces champs dont décrit Alexis de Tocqueville. Le contexte n'est pas le même. Prenez le contexte de l'Africain. En Afrique, nous avons vu dans le film. Toujours en parlant nous avons vu le film de Alex Allais. Mais toujours en parlant. Le film de Alex Allais. Oui. Nous, il y a des résistants. Mais toujours en parlant de cet homme africain. Ne parlez pas comme si l'Africain phagocyte tout ce qui lui est imposé. Je suis désolé. Vous ne pouvez pas nier l'histoire de l'Afrique jusqu'à ce niveau. Le cinéma rentre dans la paupérisation culturelle. Et même dans ce champ de coton et de blé, il y a eu des résistances africaines, il y a des figures de résistance noire. Je pense que nous devons rester dans notre sujet de départ pour pouvoir apporter ce que je peux appeler la quintessence à votre questionnement de ce soir, au premier sujet. Les deux personnalités qui sont impliquées dans la... Alors justement, Maître Janvier Momo, oui, permettez, parce que nous sommes en plein... Si nous entrons nous sommes en plein... Rassurez-vous, Maître Janvier Momo, rassurez-vous, nous sommes en plein dedans. Nous sommes...
nous sommes dans le contexte, dans un contexte de néocolonisation justement, avec des acteurs africains d'aujourd'hui qui acceptent une sorte de servitude volontaire ou alors d'asservissement volontaire de leur peuple, exactement comme on aurait pu le voir lors de la traite arabe qui est venue, qui a existé bien avant la traite des Noirs américains vers les États-Unis. Alors est-ce que le problème n'est pas finalement que l'Africain n'est pas suffisamment armé au plan de l'âme pour pouvoir exister en lui-même et se battre pour ce qu'il est au plan intrinsèque? Mais Monsieur Guy Fondo, vous voulez entrer dans ce que je peux appeler l'idiosyncrasie du noir, la constitution de l'être humain noir? Qu'est-ce que vous voulez à ce niveau? C'est très compliqué. Ce que vous demandez, poser comme question est très compliqué. Vous voulez dire que le noir, de par sa conception, est un autre qui phagocyte tout ce qui lui arrive sans réaction, si je vous comprends. Non. Peut-être pousser plutôt vers dans le sens de Gaston Kelman, de parler de l'urgence aujourd'hui d'une renaissance du noir par l'âme qui devrait lui permettre d'exister en tant qu'entité et d'être capable de se défendre en tant qu'entité, en tant que membre d'un groupe. Monsieur Guy Fondo, on ne doit pas réinventer le noir. Le noir, il doit se réinventer. Le noir a détenu la plus grande civilisation mondiale. Et quelqu'un a évoqué Cheikh Anta Diop que pendant 10 siècles, nous étions au sommet. Mais pourquoi vous parlez du noir comme si, de par sa conception, comme si de par son essence, il n'était pas un être destiné au développement? Non. Il faut tout simplement avoir le courage, et je pense qu'Afrique Média est en train de faire le boulot, il faut avoir le courage de dire que nous, Africains, nous sommes capables de regarder dans le rétroviseur de l'histoire, de rentrer dans l'Égypte, de rentrer en Nubie, pour comprendre ce qu'est le noir. J'ai l'impression que nous, on est en train de se balader, on fait de la philosophie et de la métaphysique. Non! Quand nous revenons à l'histoire pure, je vous renvoie à l'Égypte antique et je vous renvoie à la Nubie. Quand vous regardez les pyramides en Égypte, quand vous regardez des rochers de 3 tonnes qui se retrouvent à une hauteur de 20-30 mètres, avec quel élément ont utilisé les Noirs pour soulever? Il y avait de la technologie. Le noir n'est pas cet être que vous voulez me présenter. Et il y avait également dans cette Égypte ancienne un esclavage. Il y avait dans cette Égypte ancienne un esclavage effectivement saharien même d'ailleurs, avec les routes du commerce des esclaves qui déjà à cette époque-là parcouraient le continent africain, des Noirs qui étaient vendus justement comme esclaves en Égypte. Nous sommes sur le niveau de l'identité culturelle. Restons dans le sujet. L'identité culturelle. Le noir peut ou il ne peut pas? C'est ça la question. Et moi, je dis que le noir peut, parce que le noir a pu en Égypte, le noir a pu en Nubie. Personne n'a dit que le noir ne peut pas. Et le noir d'aujourd'hui peut, en regardant dans son rétroviseur et en disant I can. Voilà, merci à vous. On va poursuivre rapidement en restant toujours dans le thème qui nous regarde, parce que qui nous engage ce soir. Rappeler que nous tentions de comprendre ces accusations qui sont portées contre Blaise Compaoré et le président ivoirien Alassane Ouattara dans la situation extrêmement délétère au plan sécuritaire où se trouve en ce moment le Burkina Faso. Existe-t-il un complot? Ces deux hommes complotent-ils pour la déstabilisation actuelle du Burkina Faso? Si oui, comment et pourquoi? Nous avons tenté quelques pistes d'analyse dans cette édition. On va à présent ouvrir le standard de la télévision panafricaine pour vous permettre de nous retrouver également sur le plateau pour nous dire ce que vous pensez de ces accusations. Blaise Compaoré, qui avant a été grand médiateur de la CEDEAO auprès des groupes terroristes, ou alors entre les groupes terroristes du Sahel et notamment le gouvernement malien de Bamako. Blaise Compaoré qui aurait, selon certaines sources, donc pu sauver les frontières de son pays dans ce Sahel déjà agité par le terrorisme à partir de ce rôle qu'il jouait dans la région. Comment comprendre ces accusations aujourd'hui? Nous nous interrogeons. Le standard est donc ouvert. Vous pouvez nous retrouver en direct pour nous dire ce que vous pensez. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue à l'antenne. Bonsoir. Oui, alors que pensez-vous de la situation au Burkina Faso et des accusations portées contre l'ancien président Blaise Compaoré et l'actuel président de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara? Oui, je suis... on n'a pas besoin d'être un intellectuel pour savoir que cette analyse elle est correcte. Et si vous voulez, c'est pas possible que notre pays soit en paix. Pendant ce temps, les autres pays étaient en guerre avec les djihadistes. On est tous à Ouaga, les mêmes djihadistes dormaient à Ouaga 2000, on les rencontrait,
Et même quand le président, on a chassé le président en Blaise Compaoré, c'est l'avion français qui est venu le chercher pour l'amener à Abidjan. Et deuxièmement, quand ils sont venus voir le président Roch qui a été élu, ils ont dit qu'ils avaient des armes. Roch l'a dit ouvertement, lui n'est pas au courant des armes qu'ils avaient avec Blaise, d'aller du côté d'Abidjan. Et 10 jours après, on a commencé à être frappé. Donc, monsieur au chapeau noir là, on n'a pas besoin de dire que Blaise et Roch est capable d'imprimer. Tous les analyses le montrent. Même le RSP, dites-nous, c'est une armée bien formée. Depuis quand ils ont combattu un djihadiste, ils libéraient des otages. Voilà. Donc, c'était des gens qui dealaient ensemble. Et bien sûr, comme le président Roch est un sankariste, il ne veut plus dealer avec ces djihadistes-là. C'est ça qui nous arrive aujourd'hui. Blaise est reconnu comme un déstabilisateur de la sous-région, la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone. Beaucoup de pays, de toute façon, on vivait en paix, mais c'était une paix apparente. C'est qu'il y quand Blaise partait aussi, il a dit qu'on verra si on pourra gouverner le Burkina. Il a dit, voilà, Abidjan a été frappé une fois, Abidjan n'a plus été frappé parce que c'était pour, ils voulaient l'argent. Tant qu'on leur donne l'argent, vous êtes en paix. Nous, on n'est pas prêts à donner l'argent. On va mourir. Et tant qu'il va rester un Burkinabé, on va se battre. Sauf si le président Roch change de comportement. Sinon, en tout cas, le peuple burkinabé est unanime. Merci. Merci à vous de nous suivre depuis le Burkina Faso et merci surtout pour votre contribution standard de la télévision panafricaine. On va y rester avec un autre appelant. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous nous retrouvez bien sûr. C'est le mérite des premières dames du continent. Nous avons tout à l'heure oublié la règle. Quand vous nous retrouvez, eh bien, commencez par voter pour la première dame de votre choix, celle qui vous aura marqué tout au long de la semaine à travers ses activités, notamment à travers différentes fondations sur le continent. Votez donc pour la première dame de votre choix et contribuez par la suite. Rappelez que nous avons voilà, une quinzaine de premières dames en lice ce soir. On peut citer Ida Déby Itno du Tchad. On peut encore citer Jeannette Kagame. Voilà, bonsoir et bienvenue à l'antenne, monsieur. Voilà, votez pour la première dame de votre choix et dites-nous par la suite ce que vous pensez de cette accusation. J'appelle du Burkina Faso. Bonsoir. Voilà, mon nom c'est... Non, c'est pas bon, voilà, je voulais intervenir un peu. Voilà, je dirais que quand le Burkina Faso avait lancé un mandat d'arrêt contre Guillaume Soro, concernant les écoutes téléphoniques pour la destination du Burkina Faso, les Ivoiriens se sont levés, non, que c'est une deuxième personnalité du Burkina, et une deuxième personnalité plutôt de la Côte d'Ivoire. C'était des foutaises, quoi, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Et ils ont dit que les écoutes n'étaient pas authentiques, quoi, quand bien que les experts ont étudié ça après les 4 fois. Maintenant, si aujourd'hui, c'est même Côte d'Ivoire, c'est l'air pour dire que non. S'ils ont interprété une écoute téléphonique pour que Guillaume Soro, la décision de la Côte d'Ivoire que Guillaume Soro était en train de planifier. Maintenant, et il lance un mandat d'arrêt contre lui. Tandis que Blaise Compaoré lui-même est toujours là-bas. Qui était son ancien, qui était son bon maître. Et Guillaume Soro est toujours son fidèle élève. Et il planifiait tout. Alassane, rien ne peut se planifier si Alassane n'est pas au courant. Il ne pouvait rien faire de tout ça si Alassane n'est pas au courant. Et aujourd'hui, ici, je permets de dire que Guillaume Soro ne peut pas atterrir en Côte d'Ivoire et qui vont l'arrêter. Je pense que ce qui sera mieux pour Alassane, c'est d'abord convaincre Blaise de rentrer chez lui d'abord, arranger bien la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire libérer ces prisonniers politiques qu'il détient là, et essayer de beaucoup réfléchir beaucoup surtout comment il va traiter
les relations qui sont déjà, les mauvaises relations qui sont déjà là depuis le temps de Ofoé, pour essayer de mettre de l'ordre en Côte d'Ivoire. Parce que qu'est-ce qui se passe? La Côte d'Ivoire, jusqu'à présent, je peux dire que tous les pays qui ont eu des petites crises là, ils ont toujours l'indépendance. Quand bien que l'indépendance n'est pas suffisante, mais jusqu'à ce côté, la Côte d'Ivoire est loin d'avoir son indépendance, ce que moi je vois. Merci. Merci à vous. Ce que moi je vois, franchement, la Côte d'Ivoire. Merci à vous pour votre contribution depuis le Burkina Faso. Vous êtes d'ailleurs nombreux à tenter de nous joindre depuis le Burkina. Nous vous donnerons massivement la parole pour vous écouter autour de ces accusations portées contre l'ancien président Blaise Compaoré. Richard, vous êtes également en ligne. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir Richard, bienvenue à l'antenne. Bonsoir Richard, et rappelez que vous devez d'abord voter pour la première dame de votre choix avant de contribuer. C'est le cas d'ailleurs de quelques téléspectateurs qui nous regardent tout en étant connectés sur Facebook, qui votent en même temps et qui votent même d'ailleurs pour certains sans toutefois contribuer. C'est le cas voilà, c'est le cas de Brigitte Debdjon, voilà, j'espère que je prononce bien, qui vote Jeannette Kagame, voilà, l'épouse du président rwandais Paul Kagame, pour son œuvre et aussi pour son actualité dans ce travail aux côtés des plus démunis sur le continent africain cette semaine. Merci à vous. Votez donc et contribuez. Margot, vous nous retrouvez. Vous commencez par voter la première dame de votre choix, Margot, et vous nous dites ce que l'on peut comprendre de ces accusations portées contre Blaise Compaoré et aussi contre Alassane Ouattara. Oui, bonsoir à vous, Monsieur Kifondop, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média, bonsoir à tous vos panélistes, Monsieur Moubarak, Maître Janvier Momo, Monsieur André Christophe Anga et Monsieur Didier Yimkwa. Je vote pour Madame Chantal Biya parce que son organisation, le CRACER, a permis à plus de 156 femmes sexagénaires de pouvoir enfanter cette année. Donc, je vote pour elle. Monsieur Kifondop, je dirais que je partirai aussi des analyses de Maître Janvier Momo, parce que si nous revenons en arrière, lorsque comment nous l'appelons, Blaise Compaoré était président du Burkina Faso, ce pays a connu de la calmie. Il n'y a jamais eu d'attentat dans ce pays. Mais depuis son départ, nous constatons bel et bien que ce pays commence à être bouleversé par des multiples attentats. Donc, moi, je ne suis pas partisan de la chasse aux sorcières de ceux-là qui refoulent leurs enfants, mais nous pouvons bel et bien constater, comme le dit Maître Janvier Momo, que M. Compaoré il veut être réglé. Il voudrait que le Burkinabé regrette son départ. C'est la raison pour laquelle il a activé les réseaux qu'il a souvent gardés dans l'ombre pour pouvoir mettre un peu du grappin dans ce pays-là. Les attentats par-ci, par-là. C'est vrai que le président Roch-Marc Christian Kaboré ne dit pas exactement de quel côté, ouvertement de quel côté il se trouve. Parce que j'ai suivi l'entretien face à un de ces journalistes de ce pays lorsqu'il s'agissait de la convocation de Macron. Monsieur Marc Kaboré a essayé de bégayer, n'a pas dit avec des mots clairs sa position. Il a plutôt constaté que ce n'était pas une injonction, que c'était une convocation et vice-versa. Donc, il est bien vrai que ces deux pays, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, ont des relations, des dirigeants de ces pays ont de très bonnes raisons. Pourquoi? Parce que le président, lorsqu'il quitte son pays, il va plutôt se réfugier du côté de... Lorsqu'il est chassé de son pays, il va se réfugier du côté de la Côte d'Ivoire et obtient immédiatement la nationalité de ce pays. Donc, vous comprenez bel et bien qu'il ne peut rien se passer dans ce pays sans que ces deux autorités-là ne soient au courant de ce qui se passe. Donc, Merci. Merci à vous, Margot. Vous êtes nombreux à réagir autour de l'émission. C'est d'ailleurs le cas d'Ibrahim Diaby qui réagit et qui vote Constantia Mangué de
Obiang, la première dame de la République de Guinée équatoriale, lui qui suit l'émission tout en étant connecté sur Facebook. Voilà, nous vous saluons également Ibrahim Diaby. Voilà, nous avons également Étienne Minkoulou qui vote, qui dit bonsoir Afrique Média, je vote Chantal Biya du Cameroun. Voilà, Étienne Minkoulou via Facebook Live. Voilà, nous avons également Arnold qui dit je vote pour Madame Simone Bagbo. Et voilà, malheureusement, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire n'est pas en lice ce soir et donc voilà, ne pourrait faire l'objet de vote. Voter l'une des premières dames en compétition parmi les 15 que nous avons d'ailleurs cité, que nous allons encore citer tout à l'heure. Il y a Blad Mamadou Ouri qui vote Jeannette Kagame. Tout en regardant bien sûr l'émission via le Facebook Live. Adeline Zang vote Chantal Biya du Cameroun. Voilà, Waou Ouedraogo vote pour Madame Yvette Bagbo pour sa bravoure et sa combativité. Malheureusement, elle n'est pas en lice ce soir. Nous avons également Myriam Dosso qui a réagi. Voilà de nombreuses réactions. Nous donnerons lecture de quelques-unes de ces réactions dans la mesure du possible pour vous permettre également de participer à l'émission, à ce mérite des premières dames. On poursuit avec cet autre appel. Bonsoir et bienvenue. Monsieur Barak, vous êtes en Côte d'Ivoire. Bonsoir. Oui, je vote toutes les premières dames qui sont sur la liste. Et je salue encore tous ces panélistes, y compris M. Fanga. Et je salue encore les PDG d'Afrique Média qui donnent la parole aux sans-voix. Je salue encore tous ces vaillants peuples, esprit de paix, esprit de justice. Et M. Guy Fondor, je vais dire une chose. Vous savez, les gens aujourd'hui accusent Blaise Compaoré en tant que celui qui est en train de monter tous ces attentats. On a oublié la France. Demain, on va vous dire que c'est la France. Donc, je ne sais pas ce que les Africains font. On fiche toujours leurs responsabilités. On cherche un bouc émissaire, comme M. Yunga Moyo le dit. Mais ce n'est pas normal. Les Africains doivent avoir honte. Ils doivent affronter leurs responsabilités vis-à-vis d'eux-mêmes. De ne pas toujours rejeter la faute sur les autres. Donc, si vous n'êtes pas capable de faire arrêter ou mettre des tâches de djihadistes, faites appel aux Français. Clarifiez vos positions comme le président nigérien a fait. Que moi je trouve qu'en tant qu'un panafricaniste, le président nigérien est un panafricaniste. Donc nous ne pourrons plus accepter que les gens continuent à nous faire croire que c'est la France qui fait partie de notre problème. Et sur la Côte d'Ivoire, je veux remercier encore M. Sorodium, remercier le président Ouattara et M. Bégué qui continuent d'alimenter la vie politique de nos pays. Et la stratégie aussi est bien passée. Je vais vous dire une seule chose. La Côte d'Ivoire est en train d'implémenter une autre manière de faire la politique. La politique, ce n'est pas de se frapper dessus ou faire la guerre. Il faut jouer, il faut jongler. Donc, si aujourd'hui on nous parle encore que Sorodium tenait et il a été refusé par l'État ivoirien, une chose qui n'est pas vraie, Sorodium est toujours resté en Barcelone et il a fait tous ses médias et l'État aussi a accompagné. Donc, quand vous regardez aussi comment le procureur s'exprime et qui dit qu'il n'a pas tous les éléments en possession, et Atissi Bama qui reconnaît le ban sonore, et le président celui qui dit non, qu'on n'a qu'à regarder dans le compte de Ouattara. Donc, vous voyez qu'il y a un jeu. Mais moi, je le félicite et j'encourage aussi Sorodium de toujours tout faire pour que la Côte d'Ivoire devienne un état de droit et à ce que la démocratie se mette en place, qu'il montre aussi que M. Ouattara est capable de gérer la Côte d'Ivoire et que M. Ouattara est capable de protéger le peuple ivoirien. Donc, je remercie encore Sorodium de toujours alimenter la vie politique de nos pays. Merci. Merci également à vous pour votre contribution au standard de la télévision panafricaine. On va poursuivre en donnant la lecture de...
réaction. Jean-Marc Bertrand Tapke vote Chantal Biya du Cameroun. Nas Ile Biyengue également vote pour la première dame camerounaise. Chantal Biya. Voilà, de nombreuses autres réactions. Et également au téléphone, et toujours sur Facebook, nous avons Christine qui vote. Non, plutôt sur WhatsApp, Christine Tegia qui vote pour la première dame de Guinée équatoriale, Constantia Mangué de Obiang. Voilà, et toujours les réactions, encore quelques-unes, et nous allons repartir vers notre deuxième sujet, à savoir Guillaume Soro, qui pourrait très bientôt devenir l'affaire Guillaume Soro en Côte d'Ivoire, les derniers rebondissements, la sortie du procureur devant les médias en Côte d'Ivoire et devant la presse internationale, et surtout cet enregistrement diffusé, un enregistrement qui daterait de 2017 selon différentes sources. On va évoquer cela dans quelques instants, mais avant, voici un téléspectateur. Bonsoir et bienvenue. Allez-y, c'est à vous. Bon, je vote pour la première dame du Mali. Allô? Voilà, nous vous écoutons parfaitement. Mais éloignez-vous avant tout de votre téléviseur pour que nous puissions mieux vous écouter. Allô? Bonsoir et bienvenue. Je vote pour la première dame du Mali. Voilà. Oui, j'ai compris. Je crois que on se trompe du problème. Le problème, c'est Alassane Ouattara, c'est Blaise Compaoré même. C'est Blaise Compaoré qui a déstabilisé le Mali. Parce que le Mali ne sera pas stabilisé. Il n'y aura pas de... Voilà. Malheureusement, nous n'avons pas pu aller jusqu'au bout avec ce téléspectateur. On va tenter un dernier avant de repartir, avant de retourner donc sur le plateau et d'entamer bien sûr le deuxième thème qui nous intéresse ce soir, à savoir voilà les derniers développements dans ce qui très bientôt pourrait devenir l'affaire Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. On va poursuivre avec donc cet appel. Bonsoir et bienvenue. Allô. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Guy Fondop. Bonsoir. Alors, simplement, je ne vais pas trop m'attarder sur le problème de Blaise Compaoré, mais simplement, je voudrais poser une question. Il me semble qu'il y avait un mandat d'arrêt international sur Blaise Compaoré. Il me semble que le Burkina a lancé un mandat d'arrêt sur Blaise Compaoré. Et ce mandat n'a jamais été exécuté. Pourquoi? Pourquoi ce mandat d'arrêt-là que le Burkina a lancé pour arrêter Blaise Compaoré avec tout ce qu'il a fait? Pourquoi la Côte d'Ivoire n'exécute pas ce mandat? Et c'est ce pays qui n'exécute pas le mandat d'arrêt qui lance aussi d'autres mandats d'arrêt contre d'autres personnes. Allez-y comprendre quelque chose. C'est la seule question que je pose à ce pays-là qui fait tout en envers, quoi. La Côte d'Ivoire marche sur la tête. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça dans le monde. Tout ce qu'ils font est en envers. Tout ce qu'ils font est en envers. Même le monde entier est en train de regarder la scène honteuse qui se passe en Côte d'Ivoire. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, là, c'est trop honteux. C'est honteux. Même il y a des ministres qui passent sur France 24 qui balbutient. Parce que c'est du faux, quoi. Ils font toujours du faux. Quand vous voyez ce qui se passe à la CPI, il n'y a pas de preuve contre Laurent Gbagbo, on le maintient. C'est une honte, quoi. On prend comment on appelle ça, des vidéos du Kenya pour accuser Laurent Gbagbo. Jacques Magua, on l'accuse on dit il y a eu des armes chez lui, il n'était même pas là. Tout ça, c'est honteux, quoi. La Côte d'Ivoire est un peu plus bas que terre. Franchement, notre pays, là, ça fait honte. Quand je pense à tout ça, j'aimerais bien que Fobani revienne sur terre. Les Laurent Gbagbo ils reviennent en Côte d'Ivoire. Les Adi Zaourou. Autant de bédiers où on était tellement heureux. Vraiment. Quand je pense à tout ça, on se dit vraiment, au Fouba, il nous a dit, on apprécie le bonheur lorsqu'on le perd. On l'apprécie notre bonheur. Aujourd'hui, on est en train de le regretter. Autant de Fouba, même tu pouvais dormir dehors. Tu peux même rester jusqu'à 4 ou 5 heures du matin chez toi. Tu n'as personne qui t'emmerde. Bon, aujourd'hui, là, même ta boucle d'oreille, tu portes, on te coupe une oreille. C'est ça la Côte d'Ivoire qui est développée là. C'est ça la Côte d'Ivoire qu'on va nous laisser demain.
Et avec ça, il y a des gens qui défendent ce pays-là. Donc moi, je pose la question à ces gens ceux qui défendent ce monsieur qui est en Côte d'Ivoire. On a lancé mandat d'arrêt contre Blaise Compaoré, je me sens. Pourquoi ce mandat, ils ne veulent pas exécuter ça? Il faut qu'il aille répondre de cet acte au Burkina d'abord, de détruire ce pays. Je vous remercie. Merci à vous également pour votre contribution au standard de la télévision panafricaine.